Bonjour et bienvenue dans cette présentation qui sera dédiée au système statistique d'entreprise dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la statistique de 2020 organisée par le Haut Commissariat au Plan. Au Maroc, le système national d'information statistique est coordonné par le Haut Commissariat au Plan qui assure les mécanismes de concertation et de coordination. Ce système est régi par des textes réglementaires adoptés en 1968 qui concernent la loi statistique. Bien évidemment, les statistiques d'entreprise constituent une composante principale de ce système et qu'on va essayer de partager avec vous aujourd'hui. Notre présentation est articulée en trois parties. Dans la première partie, nous passerons en revue ensemble les principales composantes de ce système. La deuxième partie sera réservée à la présentation des principales réalisations. Et dans la troisième partie, nous citerons quelques contraintes et perspectives d'avenir du système statistique sur les entreprises. Alors, pour ce qui est des composantes du système statistique d'entreprise, on peut les scinder en deux catégories. Il y a les services statistiques. Leur mission est la production des statistiques sur les entreprises. Et il y a les services administratifs. De par leurs attributions, détiennent des informations sur les entreprises dites statistiques administratives. Dans la première catégorie, on trouve principalement le Haut Commissariat au Plan qui constitue le point focal du système, ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Économie verte et numérique qui réalise des enquêtes annuelles auprès des entreprises, la Banque centrale qui réalise mensuellement une enquête de conjoncture auprès du secteur industriel, l'Observatoire marocain des très petites et moyennes entreprises. C'est une institution qui est créée en 2016 et qui a pour objet de centraliser toutes les données et informations concernant la population des très petites et moyennes entreprises et produire par conséquent des statistiques sur cette population. Pour ce qui est des sources administratives, nous citons principalement la Direction générale des impôts qui dispose des fichiers fiscaux, la Caisse nationale de la sécurité sociale qui gère le régime privé de la sécurité sociale, l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale qui gère le fichier central du commerce, l'administration des douanes et impôts indirects qui dispose d'une base de données sur les entreprises faisant des transactions avec l'extérieur, l'Office d'échange et les centres régionaux d'investissement qui ont pour mission l'aide à la création d'entreprises et la promotion de l'investissement. Dans cette deuxième partie, nous vous présenterons les principales réalisations qui ont contribué au développement de ce système. Deux principales phases caractérisent l'évolution temporelle du système statistique sur les entreprises. La période avant 1998 et la période de 1998 à nos jours. Plusieurs enquêtes, aussi bien structurelles que conjoncturelles, ont été réalisées durant cette période. En particulier, les enquêtes de structure de 1959-60, réalisées par le ministère de l'Économie nationale de cette époque. Cette enquête a porté sur l'année 1958 et a servi de base de travail à l'élaboration du plan quinquennal 60-64. L'enquête sur le commerce intérieur 1963-64, cette opération qui a été réalisée par la Direction de la coordination économique et du plan avait pour but de fournir au pouvoir public les éléments informationnels relatifs à l'organisation du secteur du commerce en vue de l'élaboration des plans de développement. L'enquête de structure de 1969, réalisée auprès de 2080 entreprises, cette opération avait pour objectif l'élaboration des comptes de production et d'exploitation par branche des secteurs de l'industrie, l'énergie, des mines, le bâtiment et travaux publics, le commerce et les services. L'enquête de structure de 1975, réalisée par le secrétariat d'État au plan et du ministère de l'Industrie. Cette enquête avait pour objectif la construction d'un modèle input-output et la constitution d'une base de données visant à entreprendre parallèlement au premier objectif et une étude détaillée de chaque branche. Et l'enquête de structure sur le bâtiment de 1983, réalisée par la Direction de la statistique et avait pour objectif
de collecter les données comptables en vue de répondre aux besoins de la comptabilité nationale et fournir aux utilisateurs des données économiques sur les immobilisations, les investissements, les matières premières, les salaires, l'emploi, etc. Pour les enquêtes infra-annuelles, nous citons ici principalement l'enquête de conjoncture et de production réalisée pour la première fois dans les années 60 et qui visait à relever la tendance conjoncturelle des indicateurs économiques à travers les opinions du chef d'entreprise et fournir une source de données pour le calcul d'un indice reflétant l'évolution de la production industrielle. Elle était réalisée selon un rythme semestriel et touchait un panel de 450 entreprises industrielles. Et en 1969, cette enquête s'est scindée en deux enquêtes, savoir l'enquête de conjoncture auprès des entreprises qui permet de suivre les tendances de la conjoncture à travers les opinions des chefs d'entreprise et les enquêtes de production qui constituent une source de données pour l'élaboration de l'indice de production industrielle. D'autres productions statistiques sur les entreprises ont caractérisé également cette période, à savoir l'enquête annuelle sur les industries de transformation réalisée depuis 1976 par la direction de l'industrie. C'est une enquête exhaustive menée auprès des entreprises employant 10 personnes et plus et celles ayant moins de 12 employés et réalisent un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 100 000 dirhams. Il y avait également l'exploitation des statistiques fiscales mises à la disposition du ACP par les subdivisions des impôts et qui ont servi à l'élaboration d'une série de rapports appelés images économiques des entreprises, dont l'objectif était de retracer l'évolution des principaux indicateurs des performances des entreprises, chiffre d'affaires, production, valeur ajoutée, etc. Nous avons également l'enquête nationale sur les entreprises non structurées localisées qui a été réalisée en 1980 dans le milieu urbain. Et on note ici qu'il y a également une autre enquête sur le secteur informel réalisée par le commissariat au plan et qui est basée sur l'approche ménage. Au cours des années 90, le système statistique sur les entreprises va subir une période difficile par manque de collaboration de certains partenaires qui détiennent l'information sur les entreprises, ce qui a créé un manque cruel en information économique, jugé indispensable pour alimenter notre système de la comptabilité nationale. Et vers la fin des années 90, une mise à niveau de ce système a été enclenchée et elle a été caractérisée principalement par la réalisation de plusieurs opérations d'envergure, notamment le recensement économique de 2001-2002, les enquêtes de structure de 1998, 2006 et 2014, le dispositif d'enquête annuelle d'entreprise du bâtiment, travaux publics, du commerce et des services qui a été mis en place à partir de 2005, également les réformes des enquêtes trimestrielles de conjoncture auprès des entreprises, la mise en place d'un ensemble de conventions de partenariat entre l'ACP et d'autres départements, dont notamment la Banque centrale et la CNSS, la mise en place d'un dispositif d'identification d'entreprises pour faciliter l'échange d'informations entre administrations, c'est-à-dire les CE, identifiants communs d'entreprise, et également la révision profonde de la nomenclature marocaine des activités. Alors, dans ce qui suit, nous allons entamer avec plus de détails certaines de ces réalisations qui ont caractérisé cette période. Le HCP a réalisé au cours de la période 2001-2002 le premier recensement économique au niveau de notre pays. Cette opération constitue le premier ratissage exhaustif des établissements économiques relevant du secteur public, privé et associatif. Il a permis de dresser pour la première fois la structure du tissu économique au niveau local, régional et national et selon les secteurs d'activité. Parmi ces objectifs également, la mise en place d'un cadre d'échantillonnage pour les enquêtes statistiques et préparer l'assise d'un système intégré sur les unités économiques à travers la création d'un répertoire national d'entreprises. Les enquêtes de structure, appelées également les enquêtes nationales sur les structures économiques, représentent, à côté des autres enquêtes de structure,
l'une des opérations les plus importantes du système statistique national. Le Maroc, et à travers ses services statistiques nationaux, a pu réaliser plusieurs enquêtes de structure, comme nous l'avons signalé dans la première partie. Et après 1998, le HCP a réalisé 3 autres enquêtes de structure, à savoir celle de 1998, 2016 et la dernière de 2014. Le principal objectif de ces enquêtes est la collecte d'informations détaillées nécessaires à appréhender au niveau de chaque branche, de la nomenclature des activités, les structures de la production, de la consommation intermédiaire, de l'investissement, de l'emploi, de l'énergie, etc. Ce qui permet au service de la comptabilité de procéder à la révision de l'année de base des comptes nationaux, et ce conformément aux normes du système de la comptabilité nationale. Les enquêtes annuelles constituent également une base d'informations statistiques du premier ordre pour l'élaboration des différents comptes nationaux, et ce par l'évaluation de la répartition du chiffre d'affaires par branche d'activité qui constitue la partie principale de ces enquêtes. Ces enquêtes ciblent principalement les secteurs du bâtiment de travaux publics, du commerce et des services marchands non financiers, étant donné que le secteur de l'industrie est déjà couvert par une enquête annuelle menée par le ministère du tutelle. Un autre dispositif aussi important dans le système statistique national, c'est la nomenclature marocaine d'activité qui constitue le cadre de référence pour la production et la diffusion des statistiques relatives aux activités économiques au Maroc. Elle a connu une révision profonde durant cette période, et les raisons principales de cette révision sont d'une part les mutations qu'a connues le tissu économique national et d'autre part le souci de s'aligner sur les classifications internationales, notamment celle des Nations Unies, révisée en 2007. Ses principaux objectifs, faciliter l'organisation de l'information économique et sociale et permettre la comparaison des données statistiques au niveau national et international. La mise en place d'un identifiant commun d'entreprise constitue également une étape importante dans la mise à niveau du système statistique d'entreprise. Elle représente un élément primordial pour l'assise d'un système statistique intégré sur les entreprises. Il devrait permettre certainement de créer les synergies nécessaires entre les différents départements qui détiennent des fichiers sur les entreprises pour une meilleure organisation d'échange d'informations sur cette population. Il a été créé en 2011 et rendu obligatoire à partir de juillet 2016. Grâce à l'ICE, qui va jouer un rôle capital pour l'intégration des différents fichiers administratifs sur les entreprises, le répertoire statistique des entreprises sera un catalyseur de la politique de mise à niveau du système statistique national sur les entreprises. Malgré toutes ces réalisations, le système d'information statistique sur les entreprises est confronté à plusieurs contraintes majeures qui sont liées principalement à l'absence d'un répertoire national d'entreprises édifié selon les normes internationales et dont la tenue et la mise à jour sont basées principalement sur l'ensemble des sources administratives, dont celle de l'administration fiscale qui est fait défaut actuellement. Également, il y a le manque de coordination dans la réalisation des enquêtes, ce qui contraint une charge sur les entreprises et qui fait augmenter le taux de non-réponse. Aussi, les difficultés liées à la mobilisation des sources administratives relatives aux entreprises permettant d'alléger le dispositif des enquêtes statistiques. Face aux contraintes citées précédemment et en vue de rendre performant le système statistique sur les entreprises, nous pensons qu'il est temps d'actualiser l'arsenal juridique pour une nouvelle loi sur la statistique publique et s'associer avec les autres administrations dans le cadre d'un partenariat institutionnel de coopération pour l'échange des microdonnées sur les entreprises et prévoir des plateformes modernes digitalisées dédiées à ces échanges. Également, moderniser le processus de production par la mise en place d'un outil adapté et accorder plus d'importance à la sensibilisation des entreprises en vue de démystifier le travail statistique et montrer l'importance de l'information statistique pour les entreprises elles-mêmes. Et je vous remercie de votre attention. Bonjour et bienvenue dans cette présentation qui sera consacrée aux enquêtes sur l'impact de la crise sanitaire sur les entreprises.
dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la statistique, octobre 2020, organisée par le Haut Commissariat au Plan. Cette présentation est articulée autour de 3 axes. Le premier sera consacré au contexte et aux objectifs de ces enquêtes. Le deuxième sera dédié à la méthodologie adoptée dans ce cadre. Et dans le troisième axe, nous allons passer en revue les principaux résultats de ces enquêtes. Dans le cadre de ces travaux de suivi des effets socio-économiques de la pandémie Covid-19 sur l'économie nationale, le Haut Commissariat au Plan a réalisé 2 enquêtes qualitatives auprès des entreprises organisées. La première enquête a été conduite en avril pour évaluer l'impact immédiat de cette crise sur la situation des entreprises au Maroc. La deuxième a été réalisée en juillet afin de s'enquérir du niveau de reprise d'activité des entreprises suite à la levée du confinement, appréhender les contraintes qui freinent cette reprise et relever les mesures d'adaptation que les entreprises ont entamées pour s'adapter au nouveau contexte post-confinement. Ces enquêtes ont assigné comme principaux objectifs d'établir la situation des entreprises organisées en cette période de crise en termes d'arrêt d'activité par secteur et par branche d'activité, d'identifier les secteurs les plus impactés par cette crise, d'évaluer les capacités des entreprises à reprendre leurs activités après la levée du confinement, de produire des indicateurs sur les conditions dans lesquelles les entreprises ont repris leurs activités suite à la mise en place d'un déconfinement progressif et finalement de procéder à une analyse plus fine des répercussions du Covid-19 sur les différents secteurs économiques. En ce qui est de méthodologie, ces enquêtes couvrent tout le territoire national et ciblent un échantillon représentatif des entreprises organisées dont l'activité principale relève des secteurs de l'industrie, de la construction, du commerce et des services marchands non financiers. L'échantillon de ces enquêtes a été élaboré selon un sondage aléatoire stratifié qui tient en compte la distribution des entreprises selon la taille et selon les branches d'activité telles qu'elles sont définies par la nomenclature marocaine des activités 2010. La taille de l'échantillon est de l'ordre de 4400 entreprises organisées réparties comme suit. 1700 dans l'industrie, 1900 dans les services, 600 dans le commerce et 400 dans la construction. Les questionnaires conçus pour ces enquêtes sont légers et portent principalement sur les thèmes suivants. La situation d'arrêt d'activité de l'entreprise durant le confinement, la reprise d'activité après la levée du confinement, la situation de l'emploi au sein de l'entreprise, la situation financière de l'entreprise, les contraintes qui entravent la reprise normale de l'activité des entreprises et finalement les perspectives d'investissement. Vu les mesures restrictives mises en place pour limiter la propagation de cette pandémie, l'approche de collecte adoptée est celle basée sur le mode CATI, en utilisant le téléphone dans l'interview avec le chef de l'entreprise. Dans cette approche, une application sur tablette a été développée par la Direction du système d'information statistique relevant du HCP, permettant à la fois la saisie, le contrôle et l'envoi des données collectées au serveur central. Pour ce qui est des moyens mobilisés sur le terrain, 110 tablettes ont été déployées et chaque enquêteur était équipé d'une carte téléphonique connectée à une flotte de téléphones mobiles appartenant au HCP. Dans la suite de cette présentation, nous allons passer en revue quelques principaux résultats de ces 2 enquêtes. La première enquête réalisée en avril a révélé que 57% de l'ensemble des entreprises ont arrêté leurs activités. Les secteurs les plus impactés par cette pandémie en termes d'arrêt d'activité sont l'hébergement et la restauration avec une part de 89% et les industries du textile et du cuir avec une part de 76%. L'emploi organisé aurait été impacté lourdement par cette crise durant la période de confinement. En effet, près de 726 000 postes auraient été réduits, soit 20% de la main-d'œuvre des entreprises organisées. Les secteurs les plus touchés en termes de cette réduction d'emploi sont principalement les services,
avec 17,5% de réduction d'emploi total de ce secteur, et l'industrie avec une part de 22%. Les répercussions de la crise du Covid-19 ont été également ressenties sur les niveaux de production des entreprises. En effet, pour les entreprises qui continuent leurs activités malgré la crise sanitaire, qui représente 43% de l'ensemble des entreprises, la moitié d'entre elles auraient dû réduire leur production pour s'adapter aux conditions imposées durant cette période. 49% des TPME en activité pendant la période de référence de l'enquête auraient réduit leur production. Concernant les principaux résultats de la deuxième enquête, réalisée en juillet 2020, nous avons relevé que durant la période du confinement, près de 86% des entreprises ont arrêté leurs activités. 84,6% parmi elles ont repris déjà leurs activités en juillet 2020, 52% de manière partielle, alors que près d'un tiers des entreprises estiment avoir retrouvé le rythme normal de leurs activités en cette période. Pour ce qui est de la situation de l'emploi, pendant la période de confinement, les résultats de la deuxième enquête ont révélé que la moitié des entreprises organisées ont réduit temporairement leurs effectifs et près de 10% l'ont fait de manière définitive. Et depuis la levée du confinement, l'enquête a montré que plus de 80% d'entreprises ont pu récupérer leurs effectifs jusqu'au juillet 2020 et 44% ont récupéré la totalité de leurs employés. Les résultats détaillés sont publiés sur le site du HCP et sont accessibles à partir des liens suivants. Merci pour votre attention. Cette présentation vise à présenter le système des indices statistiques élaboré par le Haut Commissariat au Plan à l'occasion de la Journée mondiale de la statistique sous le thème « Connecter le monde avec des données dans lesquelles nous pouvons avoir confiance ». Cette présentation sera axée sur 5 points. Après une petite introduction, nous allons présenter l'indice des prix à la consommation. C'est un indice de référence pour le suivi des tensions inflationnistes. Le deuxième point sera consacré aux indices du commerce extérieur, c'est-à-dire les indices à l'importation et à l'exportation, essentiellement les indices de valeur unitaire. Le troisième point, c'est le traitement et la diffusion des indices des prix à la production industrielle, énergétique et minière, c'est-à-dire les indices des prix au premier stade de production. Le quatrième point sera consacré à un indice de volume qui est l'indice de production industrielle, énergétique et minière. Et dans un dernier point, nous allons présenter le système des indices statistiques aux périodes de confinement sanitaire. Le Haut Commissariat au Plan élabore plusieurs indices statistiques. C'est les indices des prix à la consommation, les indices des prix à la production, les indices des prix à la production industrielle, énergétique et minière, les indices de production, les indices du commerce extérieur. Et ceci afin de répondre aux différents besoins des différents partenaires économiques et sociaux. D'ailleurs, ces indices sont utilisés que ce soit par les organismes privés ou publics. La division des indices statistiques a pour attribution la réalisation des enquêtes mensuelles sur les prix et sur la production, et ceci afin d'élaborer les différents indices statistiques, que ce soit des prix, de volume ou du commerce extérieur.
L'indice des prêts à la consommation, c'est un indice qui est très important pour le suivi des tensions inflationnistes. C'est dans ce cadre-là que cet indice-là est un outil qui est largement suivi, que ce soit par les organismes publics ou privés. Dans ce cadre-là, le Haut Commissariat au Plan procède d'une façon permanente, selon la disponibilité des données récentes sur les structures de consommation et les dépenses des ménages et la réalisation des recensements de la population et de l'habitat pour sa mise à niveau et sa réforme. Le Maroc a atteint sa 5e génération de réforme en 2017. La réforme de l'indice des prêts à la consommation base 2017 qui est publié à partir du mois de mai 2020 est la 5e génération des réformes des prêts à la consommation au Maroc. Cet indice est instauré par un décret. Le nouveau décret de l'IPC base 2017 a été publié au bulletin officiel numéro 6880 du 7 mai 2020. Ce décret-là précise la composition et les éléments entrant dans l'indice des prêts à la consommation. Cet indice-là vient donc pour remplacer l'ancien indice base 100 2006. L'indice des prêts à la consommation, c'est une mesure importante qui nous permet de donner les variations relatives des prix des biens et des services consommés par les ménages de référence. Il admet plusieurs objectifs. Nous pouvons citer particulièrement, c'est un indice qui permet de donner l'évolution des tensions inflationnistes. C'est un outil d'indexation des salaires et des contrats entre les différents partenaires. C'est un outil permettant de contribuer au suivi et à l'analyse de la conjoncture. Et enfin, c'est un instrument largement utilisé par les comptables nationaux pour déflater les différents agrégats de la comptabilité nationale. Sur le plan de la couverture géographique, le champ a été élargi pour couvrir 18 villes représentant toutes les régions du royaume au lieu de 17 villes qui était le champ géographique de l'ancien indice base 2006. La ville de Rachidia a été intégrée en vue de représenter l'ensemble des régions selon le nouveau découpage de 2015. Les critères du choix des villes sont particulièrement l'importance de la ville, la représentativité régionale, la situation géographique. Concernant le panier de référence, il a été actualisé et élargi pour contenir 546 articles et 1391 variétés au lieu de 478 articles et 1067 variétés dans le panier de l'indice base 2006. Les pondérations des différents produits ont été également actualisées sur la base des nouvelles données sur la structure de la consommation des ménages de 2014. La classification des fonctions de consommation des ménages, Classification of Individual Consumption by Purpose, QICOP, est une nomenclature permettant de décomposer la consommation des ménages par unité de besoin. Il est utilisé pour la diffusion des indices des prix à la consommation. C'est une nomenclature recommandée par le FMI, adoptée par la Commission des statistiques des Nations Unies. Concernant la formule de calcul de l'indice des prix à la consommation base 2017, c'est la formule de Laspel en chaîne avec la formule de Givens utilisée au niveau élémentaire. Et les indices du commerce extérieur, ce sont des indices qui permettent de retracer l'évolution dans le temps
des valeurs unitaires des marchandises échangées, par groupement d'utilisation et par produit remarquable de la nomenclature douanière SH. Ce sont donc des indices qui fournissent des informations sur l'évolution des prix des volumes, aussi bien des importations que des exportations. Les indices du commerce extérieur permettent entre autres de retracer l'évolution relative dans le temps des valeurs moyennes et des volumes à l'importation et à l'exportation. Estimer à prix constant les importations et des exportations par branche et sous-branche de la nomenclature marocaine des activités, la NMA. Déterminer les termes de l'échange. Il s'agit du rapport des indices de valeur moyenne à l'exportation et à l'importation. Les sources de données des indices de commerce extérieur proviennent des statistiques sous-produites fournies par l'Office d'échange. Il s'agit des statistiques détaillées par produit et par pays en valeur et en quantité, diffusées d'une façon permanente par l'Office d'échange. Ce sont donc des fichiers mensuels contenant les statistiques sur les valeurs et les quantités des produits échangés avec le reste du monde. Ces produits sont classés selon la nomenclature douanière. 3 types d'indices du commerce extérieur sont calculés. Les indices de valeur, les indices de la valeur moyenne et les indices de volume. Les indices de la valeur, ce sont des indices calculés sur la base des valeurs. Ils expriment la variation des valeurs nominales entre deux périodes. Les indices de la valeur moyenne, ils déterminent l'évolution du niveau des prix du commerce extérieur à partir des valeurs moyennes. Les indices de volume, ils indiquent l'évolution réelle du commerce extérieur, c'est-à-dire l'évolution à prix constant. Il constitue une grandeur résiduelle qui correspond au quotient de l'indice de la valeur et l'indice de la valeur moyenne ou de la valeur unitaire. L'indice des prix à la production industrielle, énergétique et minière, c'est un indice qui sert à mesurer l'évolution relative des prix au stade de la production. Cet indice est structuré selon la nomenclature des activités, la nomenclature marocaine des activités, la NMA. Il permet de mesurer la variation des prix dans le temps d'un échantillon de produits considéré comme représentatif de l'ensemble de l'industrie marocaine. Les sources de données qui sont utilisées pour l'élaboration de cet indice, ce sont les prix qui sont observés directement auprès d'un échantillon d'entreprises industrielles. Les prix des produits de l'énergie et des mines sont collectés auprès des administrations de tutelle. Concernant la méthode de calcul de l'indice des prix à la production industrielle, énergétique et minière, c'est la formule de l'aspect modifié avec l'utilisation de la moyenne géométrique au niveau élémentaire. L'indice est calculé mensuellement pour chaque niveau de la nomenclature marocaine des activités, branche sous branche et activités, en plus de l'indice général. L'indice de production industrielle, énergétique et minière. C'est un indice qui permet de suivre l'évolution de la production. C'est un indice de volume qui permet de suivre l'évolution de la production au stade des entreprises. C'est un indicateur qui permet par conséquent de repérer les activités en plein essor, les activités qui croissent en termes de production, les activités qui stagnent et celles qui connaissent une baisse de la production. Par conséquent, c'est un indicateur très important pour l'analyse de la conjoncture économique. L'indice de la production industrielle est également utilisé par la comptabilité nationale
pour l'élaboration des comptes nationaux. Parmi les principales caractéristiques de l'indice de la production industrielle, énergétique et minière, premièrement, l'année de base, c'est l'année 2015 qui a remplacé l'ancien indice base 100 2010. Les fichiers de base utilisés pour l'élaboration de cette nouvelle base de l'indice de la production industrielle, c'est les derniers fichiers de structure 2014 ainsi que les statistiques sous-produites auprès des organismes de tutelle. Le champ de l'indice de la production couvre les principales entreprises exerçant dans les secteurs de l'industrie, l'énergie et des mines. Environ 585 entreprises sont touchées mensuellement par l'enquête directe. Pour certaines activités, les statistiques sous-produites de la production sont collectées auprès des administrations de tutelle. La périodicité de calcul de l'indice, c'est mensuel et la diffusion, elle est trimestrielle. L'indice de la production est calculé suivant la formule de l'ASPER classique. La méthode de calcul de l'indice, c'est celle de l'ASPER classique. Les pondérations des branches et des sous-branches sont calculées sur la base de la valeur ajoutée au coût des facteurs, alors que celles des produits et des activités sont calculées sur la base de la valeur de la production relative à l'année de base 2015. L'indice de la production industrielle, énergétique et minière est calculé pour 5 niveaux de la nomenclature marocaine des activités économiques, la NMA 2010, qui sont les produits, les activités, les sous-branches, les branches et les secteurs. Le calcul des indices statistiques au cours de la période de confinement sanitaire a continué dans des conditions particulières. En effet, dans sa note d'information adaptation de l'activité statistique aux exigences de la conjoncture nationale, le Haut Commissariat au Plan a continué en particulier de publier les indices statistiques au cours de cette période de confinement sanitaire de la COVID-19, avec un calendrier conforme à la norme spéciale de diffusion de données. La collecte des données sur les prix, la production, le commerce extérieur au cours de cette période de confinement sanitaire a continué dans les différents points de collecte qui ont été ouverts. Concernant les données non relevées, des imputations des données manquantes ont été réalisées. Merci pour votre attention. Bonjour. À l'occasion de la Journée mondiale de la statistique, j'ai le grand honneur de présenter aujourd'hui le système de comptabilité nationale au Maroc qui nous fournit des données fiables dans lesquelles nous pouvons avoir confiance. Les comptes nationaux constituent une composante essentielle du système national d'information statistique. Ils fournissent une description synthétique, complète et cohérente de l'économie nationale pour une période donnée et permettent également d'apprécier les performances de l'économie nationale. La mise en œuvre d'une comptabilité nationale se fait par référence à une norme mondiale qui est le système de comptabilité nationale des Nations Unies, élaboré conjointement par 5 organisations, à savoir l'Eurostat, le Fonds monétaire international, l'OCDE, la Banque mondiale et la Division des statistiques des Nations unies. La consistance de ce système est un ensemble de concepts et définitions, et également des nomenclatures, à savoir les classifications des secteurs institutionnels et celles des activités économiques et de produits, ainsi que la nomenclature des opérations économiques et des actifs. Il est aussi un ensemble de méthodes d'évaluation et d'enregistrement, et bien sûr une séquence des comptes et des tableaux de synthèse. La comptabilité nationale a été introduite au Maroc depuis les années 50 à travers
l'instauration d'une cellule qui produit quelques indicateurs et agrégats macroéconomiques. La base adoptée est celle de l'année 52. Après, ils ont passé à la base 1960 en inspirant du système de comptabilité français. Le premier système des Nations Unies de 68 a été adopté pour établir la base 69 et la base 1980, là où on a construit un TES de 33 branches et des comptes sectoriels simplifiés. La révolution des comptes de Maroc a été en 1998, là où on avait adopté un nouveau système de comptabilité nationale, SCN 93. Celui-ci est le résultat d'une révision approfondie et substantielle des systèmes précédents qui s'adaptent davantage aux exigences en matière d'analyse économique et aux transformations rapides engendrées par l'évolution économique et financière. Cette révision a été portée sur les concepts, les modes de classification, le système de valorisation des biens et services et la structure comptable, tout cela avec une harmonisation avec les autres systèmes comme la balance de paiement, statistiques des finances publiques et statistiques monétaires et finances de l'FMI. En adoptant ce système, nous avons réussi à établir une nouvelle année de base 98 en traitant 278 équilibres et 98 branches d'activité économique et la séquence complète des comptes sectoriels ainsi que des tableaux comme le TRE, le TCI et le tableau d'opérations financières et la matrice de comptabilité sociale. 9 ans après, une nouvelle année de base 2007 a été mise en place en adoptant la plupart des recommandations du système 2008. Ce dernier conserve le cadre fondamental de SCN 93 et adopte quelques précisions dans certains compartiments de la comptabilité nationale. Je cite par exemple des précisions sur le traitement des aspects économiques qui ont gagné en importance des dernières années et attiré l'attention des analystes. Il s'agit notamment du traitement et de la classification des actifs du secteur financier ainsi que les questions liées à la mondialisation. Prochainement, le ACP passera à la nouvelle année de base 2014 qui adopte en totalité le SCN 2008 tout en changeant la nomenclature des activités CITI 4 et en adoptant la 6e édition de la balance de paiement et en tenant compte des nomenclatures de manuel des finances publiques. Les comptes nationaux sont compilés selon une année de base qui constitue l'année de référence des agrégats macroéconomiques. Dans ce contexte et en application des recommandations du système, le Maroc, à l'instar des autres pays, procède régulièrement au changement de l'année de base de ses comptes nationaux. Pourquoi le changement de l'année de base en comptabilité nationale? En général, plusieurs raisons incitent au changement de l'année de base. La première raison est d'ordre méthodologique. En effet, la décision d'introduire dans les comptes nationaux les innovations recommandées par le système SCN 2008 et de prendre en compte les nouvelles nomenclatures implique la reconstitution d'une série des comptes différentes de l'ancienne. La deuxième raison est l'évolution structurelle de l'activité économique. Il serait dû à l'apparition de nouvelles activités et de nouveaux produits ou de la disparition d'autres, au changement des habitudes de consommation, de production et de commercialisation et aussi à la modification sensible de la qualité des produits. La troisième raison est l'amélioration de la qualité des comptes qui peut être dégradée par l'éloignement de l'année de base. En effet, les erreurs sur les évolutions annuelles peuvent se cumuler et les choix méthodologiques ou les arbitrages opérés sur l'année de base peuvent se révéler inappropriés et moins pertinents pour les années courantes, ce qui peut contribuer à altérer la série des comptes. Il est à signaler que pour la nouvelle année de base 2014, les travaux sont en cours de finalisation et la série 2014-2020 sera publiée prochainement.
Concernant les sources utilisées dans les comptes nationaux, il y a des enquêtes périodiques qui se lancent principalement à l'occasion du changement de l'année de base, par exemple les enquêtes de structure auprès des entreprises formelles et informelles, les enquêtes auprès des ménages comme l'enquête de niveau de vie et l'enquête des dépenses de consommation de ménages. Il y a aussi les enquêtes auprès des ESBL et les enquêtes de l'investissement auprès des unités administratives. Il y a aussi des enquêtes régulières, annuelles et trimestrielles qui sont utilisées dans les comptes courants comme l'enquête de l'emploi, l'enquête annuelle sur les industries de transformation, l'enquête annuelle sur la production agricole, l'enquête annuelle sur le secteur de la pêche, mines, énergie, BTP, commerce et les autres services, et l'enquête sur la demande touristique. Nous utilisons également les indices statistiques de volume, comme l'indice de la production industrielle, minière et énergétique, et des prix, comme l'indice des prix de consommation, les prix de gros et les prix de commerce extérieur. Sans oublier les statistiques administratives sectorielles sur l'agriculture, la pêche, l'industrie, les mines, la santé, l'éducation, et les statistiques de commerce extérieur de la balance et de la balance de paiement, les statistiques monétaires et financières auprès de Banque Maghreb, les états comptables des entreprises financières et non financières, et les documents budgétaires tels que le budget général de l'État, les situations de charges et ressources de trésor, les comptes spéciaux de trésor, les comptes administratifs des collectivités locales et les états comptables des établissements à caractère administratif. Comme indique la configuration suivante, toutes les sources citées précédemment sont utilisées dans un cadre systématique et cohérent pour établir les équilibres ressources-emploi, les comptes de branche et les tableaux ressources-emploi, ainsi que les comptes des secteurs institutionnels et les tableaux TCEI. En ce qui concerne l'état des lieux des comptes annuels, ils sont présentés sous forme de comptes et tableaux synthétiques par secteur d'activité et par agent économique. Ces comptes et tableaux couvrent tous les flux économiques réalisés par les différents agents économiques. Ils concernent tous les flux se rapportant à la production et à sa structure, aux équilibres en l'offre et à la demande des biens et services, à la création de la richesse et à la croissance économique par branche d'activité, à la distribution de revenus entre agents économiques et entre la nation et le reste du monde. Enfin, à l'accumulation, c'est-à-dire à l'accroissement du capital et le financement. Les tableaux disponibles sont l'équilibre ressources-emploi par produit, les comptes de branche, la séquence complète des comptes des secteurs institutionnels et le tableau d'opérations financiers, ainsi que le tableau des comptes économiques intégrés. Nous publions également les comptes nationaux trimestriels qui représentent le PIB en volume et en valeur selon les branches d'activité économique, ainsi que les équilibres ressources-emploi et les comptes consolidés. Et les comptes régionaux qui représentent la croissance économique régionale ainsi que le PIB en valeur par région et par branche d'activité et les dépenses de consommation par région. Également, nous publions le code satellite de tourisme, la matrice de comptabilité sociale, la matrice de l'emploi, et le ACP a participé à la production d'autres comptes satellites, par exemple le compte de l'eau, l'habitat, la forêt. S'agissant de la production des langues séries, la rétropolation des comptes nationaux en base 2007 a été établie pour la période 1980 à 2006.
Elle permet d'éditer des séries longues et homogènes afin de répondre aux travaux d'analyse et de modélisation économique et de besoins de prise de décision. Concernant le calendrier de diffusion des comptes, les résultats sont publiés chaque année N selon le calendrier suivant. Et l'ensemble des comptes produits par la comptabilité nationale ainsi que leurs métadonnées sont régulièrement diffusés sur le site de ACP suivant. Si on clique sur le haut de la page, là où il y a les comptes nationaux, nous aurons la page suivante. Cette page nous permet de consulter et télécharger tous les comptes et les tableaux de la base 98 et ceux de l'année 2007 ainsi que les différentes séries des comptes rétropolés. Si on clique par exemple sur les comptes en base 2007, nous aurons la page suivante. Ce qui nous donne la possibilité de consulter les différents tableaux des comptes nationaux des biens et services et des comptes des secteurs institutionnels relatifs à l'année 2007, aussi les séries des comptes trimestriels et ceux des comptes régionaux, ainsi que les rapports publiés. Concernant les défis et perspectives, c'est grâce à la digitalisation de processus de production de l'information statistique que le ACP a entamé cette année, on comptera changer l'année de base chaque 5 ans. Nous accompagnons aussi la régionalisation avancée en améliorant le système statistique régional qui nous permettra d'élargir le champ des comptes régionaux. La mise en place des comptes économiques de l'environnement est primordiale, vu la priorité nationale pour l'environnement et vu l'obligation de produire les indicateurs ODD dans ce sens. Nous comptons aussi intégrer la mesure de l'emploi et la productivité dans nos comptes. La mise en chantier du compte satellite de ménage sera entamée prochainement. Ainsi, une réflexion sur l'intégration de l'économie numérique dans les comptes nationaux sera lancée. Merci pour votre attention. Vos questions et remarques seront les bienvenues. Bonjour et bienvenue à la présentation consacrée à l'analyse et aux prévisions conjoncturelles en période de crise qui s'inscrit dans le cadre de la célébration par le Haut Commissariat au Plan de la Journée mondiale de la statistique de 2020. Dans cette présentation, nous aurons l'occasion de vous exposer le contexte particulier de la crise actuelle liée à la pandémie Covid-19 avant d'aborder les objectifs de l'analyse et des prévisions conjoncturelles, particulièrement en période de crise. Nous présenterons par la suite les défis que le conjoncturiste doit relever, ainsi que les contraintes et les difficultés auxquelles il doit faire face dans ce contexte. Nous donnerons par la suite un bref aperçu de quelques types de scénarios de la reprise économique. Puis, en dernier lieu, nous vous exposerons les réponses apportées aux besoins d'analyse et de prévision dans le contexte spécifique de cette crise Covid-19. Il faut savoir que l'ouverture de plus en plus grandissante des économies sur le marché mondial, les perturbations plus fréquentes qui caractérisent l'économie internationale, les fluctuations internes et externes et la transmission des chocs exogènes ont renforcé le besoin en matière d'analyse et de suivi de la conjoncture, aussi bien au niveau des pays que des organismes régionaux et internationaux ces dernières années. Les opérateurs économiques et les décideurs politiques doivent pouvoir disposer d'éléments d'éclairage sur le futur proche pour prendre des décisions ou mettre en place les mesures adéquates de politique économique. Ce besoin se trouve encore plus renforcé en période de crise, à l'instar de la crise actuelle liée à la pandémie Covid-19. La crise actuelle a souvent été qualifiée de signe noir.
concept qui désigne un événement hautement improbable statistiquement, car, comme chacun le sait, les signes sont tous blancs. Cela en fait pour souligner le caractère soudain et inédit de cette crise. Cette crise d'ailleurs a été qualifiée dans le rapport du Fonds monétaire international de juin 2020 comme étant une crise comme aucune autre. En effet, cette crise est spécifique à plusieurs degrés. Premièrement, de par son caractère soudain, car contrairement à une crise économique ou financière classique, nous n'avons pas pu observer le gonflement d'une bulle préalablement à son éclatement. La propagation du virus à l'échelle planétaire a été d'une extrême rapidité, prenant ainsi de court aussi bien les institutions politiques et économiques que la communauté scientifique. Le caractère inédit de la crise induite par la Covid-19 l'aura été au moins à 3 niveaux. Tout d'abord, dans ses conséquences sanitaires immédiates. Aucune crise auparavant n'a amené les gouvernements à prononcer le confinement de plus de la moitié de la population mondiale, provoquant de facto la mise à l'arrêt d'une large part de l'économie mondiale. Les crises économiques précédentes ont toujours été des crises d'offres ou de demande. La situation actuelle combine ces deux dimensions. Deuxièmement, cette crise s'inscrit dans un contexte inédit dans la mesure où les économies mondiales, réelles comme financières, n'ont jamais été aussi intriquées et interdépendantes. Nous avons pu constater, avec la crise des subprimes de 2008, combien les effets de propagation d'une crise financière peuvent être violents. Nous réalisons actuellement à quel point l'internationalisation des chaînes de valeur nous rend dépendants de produits dont une part substantielle des intrants ou du processus de production est localisée hors des frontières. Pour ces raisons, le redémarrage économique des uns dépend plus que jamais du redémarrage économique des autres. Enfin, l'ampleur du choc, mais également sa dimension planétaire, a amené un niveau de réponse encore jamais atteint, notamment au niveau de l'action publique et des plans de soutien mis en place. Passons maintenant aux objectifs de l'analyse et des prévisions conjoncturelles. Il faut mentionner à cet égard que l'analyse de la conjoncture intervient au niveau du court terme et consiste à analyser les évolutions du passé récent, à estimer le présent et à prévoir le futur immédiat, un horizon qui s'étale généralement de 3 mois à 1 année. L'objectif étant bien évidemment de pouvoir apprécier les tendances qui sont en train de se dessiner, de comprendre les enchaînements des situations actuelles et enfin d'éclairer l'avenir pour que des décisions puissent être prises en temps opportun. En effet, la prévision de l'activité économique demeure une étape importante d'aide à la prise de décision, jouant un rôle indéniable dans la formation des anticipations des agents économiques. Autour des points de retournement du cycle, particulièrement lorsqu'on s'approche d'un creux ou d'un point bas du cycle, ou encore en période d'expansion proche d'un pic, une information plus juste sur l'activité économique possède une valeur capitale. Car les anticipations des agents économiques doivent s'ajuster à temps à des changements rapides et brusques de la conjoncture économique interne et externe. Par ailleurs, il faut souligner que le conjoncturiste opère dans un contexte contraignant, à la fois par la complexité et la diversité des sujets qu'il traite, mais également par les délais très courts d'exécution de son travail, généralement le mois ou le trimestre.
Avec la crise de la Covid-19 et les changements soudains et rapides du contexte actuel, le conjoncturiste voit les délais d'analyse et de prévision fortement réduits. Il est appelé à appréhender une situation économique complexe avec peu d'informations et en un temps quasiment réel. Il doit être non seulement rapidement réactif, et même dans d'autres cas proactif et adapter ses outils d'analyse et de prévision pour répondre aux questions soulevées par la crise récente. Nous abordons maintenant les contraintes et les difficultés auxquelles le conjoncturiste doit faire face dans ce contexte particulier de crise. Il faut savoir que dans un contexte de fortes incertitudes, particulièrement en période de crise, l'exercice de la prévision conjoncturelle devient une tâche ardue et délicate pour le prévisionniste. Les difficultés qui se posent sont multiples. Premièrement, il devient difficile de disposer d'informations rapides, fiables et détaillées de périodicité de très court terme, inférieure au trimestre et au mois. Deuxièmement, il est difficile d'anticiper la durée et l'ampleur de la crise. Troisièmement, il est délicat d'anticiper la forme de la reprise et son ampleur, ainsi que les points de retournement, particulièrement au début du déclenchement de la crise. Il est donc difficile de dire si la reprise sera rapide ou lente et si elle se fera avec ou sans l'effet rebond qui permettrait de compenser une partie de la perte instantanée. La question qui se pose alors est la suivante. Quels peuvent être les scénarios d'évolution et les types de reprise possibles? Nous en présentons ici quelques-uns à titre d'illustration en s'appuyant sur des précédents historiques. S'agit-il d'un scénario de la courbe en V? En fait, ce scénario est le plus optimiste et souhaitable, mais malheureusement, il demeure le même probable, voire utopiste. En fait, dans cette configuration, la chute est brutale, mais le rebond est extrêmement rapide sous l'impulsion des plans de soutien et de relance dans le monde entier. L'économie regagne ses niveaux d'avant-crise aussi rapidement qu'elle a chuté, puis elle se stabilise. Ce type de scénario a été observé aux États-Unis qui ont connu une reprise en V en 1954 après une période de récession en 1953 due à un ralentissement de la demande et des dépenses privées et publiques. Des réductions d'impôts et la reprise des dépenses de l'État ont par la suite favorisé une relance rapide. Le deuxième scénario, celui de la courbe en U, est le scénario du moindre mal. Il commence comme le scénario précédent, avec un ralentissement très fort de l'économie, mais avec un redécollage plus tardif, une sorte de stagnation dans le creux de la vague. Les secteurs les plus sinistrés, comme le tourisme, peinent à redécoller et décalent dans le temps la reprise. L'activité ne repart pas instantanément. Il faut plusieurs semestres pour qu'elle se relève et retrouve son niveau d'avant-crise. Comme après le choc pétrolier de 1973, où la récession américaine va alors durer 2 années, avec une remontée progressive à partir de 1975. C'est un scénario assez classique que plusieurs organismes, comme la Banque centrale européenne, ont envisagé, mais à condition qu'il n'y ait pas de nouvelles vagues de lipides. Le troisième scénario est le scénario de la courbe en virgule. C'est un scénario de la lenteur qui signifie la longue reprise. Après le ralentissement brutal de l'économie, la remontée est alors suivie d'un plateau et le retour au niveau d'avant-crise peut mettre plusieurs années à se réaliser. Le scénario suivant est le scénario de la courbe en L. C'est un scénario que l'on peut qualifier de pessimiste. Après un brusque ralentissement, succède une phase de stagnation. Puis la récession se transforme en dépression mondiale sans qu'il y ait de véritable reprise.
La récession en elle, c'est un peu le scénario que le Japon a connu après l'éclatement de la bulle spéculative de 1990. Il a été affecté par la crise qui a touché toutes les économies mondiales en 1991. Mais le Japon ne retrouvera jamais sa croissance vigoureuse d'avant cette crise qui était au-delà de 5% en rythme annuel. Passons maintenant à un autre type de scénario, le scénario de la courbe en W ou double creux. C'est un scénario de la rechute. Après la chute brutale, suivie d'un rebond significatif, puis une nouvelle chute liée à la résurgence sévère de l'épidémie et à un retour au confinement. Le rebond observé ne serait que temporaire. Il faudrait attendre plusieurs trimestres pour espérer retrouver le niveau d'avant-crise. Un exemple est celui de l'Europe. La crise financière de 2008, suivie de celle de la dette de la zone euro en 2012, montre un exemple d'une courbe en W. Après avoir remonté la pente en 2010, le PIB de la zone euro a de nouveau plongé en 2012 en raison des craintes sur la dette grecque. L'accord politique a permis par la suite de remonter la deuxième pente. Le dernier scénario que nous présentons est le scénario de la courbe en WL. C'est un scénario que l'on pourrait qualifier de faux espoir. En effet, après le ralentissement de l'économie et la reprise temporaire de l'activité, une nouvelle rechute rapide aboutirait à une reprise poussive et lente et une croissance plus faible qu'avant crise, ainsi qu'une persistance du chômage. La situation de l'économie russe pourrait illustrer ce scénario en 2017. En effet, après la récession de 2008 liée à la crise financière, le PIB russe est monté très haut en 2010 avant de replonger en 2016. La seconde remontée est bien plus faible et la croissance est inférieure à celle de 2010. Nous abordons maintenant la dernière partie de notre présentation relative aux réponses que notre institut a apportées pour répondre aux besoins pressants d'analyse et de prévision dans ce contexte de crise. Il s'agit en fait d'avoir augmenté le nombre et la fréquence de nos analyses et de nos communiqués de presse, d'avoir mis à jour de manière plus fréquente nos estimations et nos prévisions pour pouvoir tenir compte des changements rapides qui s'opèrent au niveau conjoncturel et sanitaire. Nous avons également mis en place une sorte de veille conjoncturelle quotidienne spécifique afin d'assurer un suivi rigoureux de l'évolution du contexte aussi bien mondial que national, de l'évolution de la pandémie et des mesures en place mises pour limiter sa propagation. Enfin, nous avons eu le recours à des approches spécifiques qui ont été dictées par le contexte actuel de la crise et nous avons élaboré différents scénarios en nous basant sur un jeu d'hypothèses bien défini. Nous donnons ici un exemple, celui de notre communiqué de presse de la note de conjoncture publié le 8 avril 2020 et qui retrace les estimations pour le premier trimestre 2020 et qui donne les prévisions pour le deuxième trimestre. La spécificité de cette note est son élaboration en adoptant une double approche. La première approche présente ce qu'auraient été les estimations de la croissance économique au premier et au deuxième trimestre avant l'avènement de la Covid-19, par référence aux enquêtes réalisées par le Haut Commissariat au Plan et par rapport aux informations collectées et sous-produites qui ont été publiées jusqu'à fin février 2020. La deuxième approche retenue tient compte des effets de la Covid-19 sur les principaux indicateurs conjoncturels au cours de la période de confinement entrée en vigueur le 20 mars. Le tableau suivant résume les estimations et les prévisions de croissance qui ont été élaborées pendant cette période spécifique de crise. Il faut souligner à cet égard que ces prévisions élaborées pendant cette période ont fait l'objet d'un suivi régulier
mais également de révisions plus ou moins importantes. Et comme vous pouvez le constater, l'écart entre la croissance du PIB réalisé et celui estimé ou prévu s'est rétréci au fur et à mesure de la publication de nouvelles données et de la prise en compte de l'allongement de la période de confinement pour ne représenter qu'un écart de 0,6 points pour le premier trimestre et un écart de 1,1 point pour le deuxième trimestre. Il faut également souligner que le contexte dans lequel ces prévisions étaient réalisées évoluait très rapidement et il était empreint de fortes incertitudes quant à la durée de la crise sanitaire, quant aux effets néfastes sur l'activité économique des diverses mesures de confinement et de restriction au déplacement, mais également quant à l'ampleur de l'impact des programmes de dépenses et des plans de soutien à l'économie nationale, ce qui a entraîné continuellement le changement des hypothèses et des scénarios de croissance, bien entendu à l'instar des autres organismes étrangers de conjoncture et de prévision économique qui élaborent également leurs prévisions. En définitive, et pour conclure, il faut savoir que prévoir dans le noir est un exercice très délicat en période de crise. En effet, les situations de crise, qu'elles soient sanitaires, économiques, politiques ou autres, contribuent à élargir le spectre des futurs possibles, rendant ainsi plus périlleuse l'identification de l'un d'entre eux comme plus probable que les autres. Ces difficultés à bien mesurer et prévoir en temps de crise ne sont pas spécifiques uniquement au Maroc. Elles sont partagées par l'ensemble des pays et toutes les catégories de prévisionnistes, que ce soit les instituts nationaux de statistique et de conjoncture, les organisations internationales, les économistes de banque. En pareille situation, l'utilité du conjoncturiste prévisionniste ne réside pas seulement dans sa capacité à prédire ce qui est par essence imprédictible, mais plutôt de produire des résultats qui permettront, bout à bout, de mieux comprendre le nouvel environnement économique, à même d'apporter un éclairage d'aide à la décision. À mesure que dure la crise, le conjoncturiste doit adapter le contenu de sa boîte à outils et ses modèles habituels afin d'appréhender et de mesurer l'impact du choc et l'ampleur de la crise. À travers la publication des communiqués de presse, des travaux d'analyse et de prévision conjoncturelle de manière beaucoup plus fréquente, l'INAC vise à mettre à la disposition des différents acteurs économiques et politiques les éléments d'appréciation de l'évolution de la situation économique et l'impact des chocs liés à la crise, leur permettant ainsi d'intervenir en temps réel pour corriger les éventuelles tendances défavorables qui pourraient se former et renforcer ainsi les évolutions positives des différentes composantes de l'économie. Par ailleurs, cette crise a également soulevé la problématique d'utiliser de nouvelles sources de données afin de disposer de certaines informations rapides en complément, bien entendu, aux sources conventionnelles pour pouvoir répondre aux besoins d'analyse et de prévision infra-annuelle en temps réel, surtout en période brutale de crise. Il s'agit ici en particulier des big data ou des données à plus haute fréquence que celles mensuelles ou trimestrielles, comme les données des cartes bancaires, les données de consommation d'électricité, les Google Trends, etc. Le recours à des outils de suivi à haute fréquence apporte indéniablement une information complémentaire aux enquêtes de conjoncture, permettant ainsi de mieux appréhender la perte d'activité à très court terme. Et je vous remercie pour votre attention. Bonjour, je suis Amal Mansouri, je suis statisticienne et économiste à la direction de la prévision et la prospective
au Haut Commissariat au Plan. Et le thème que je vais vous présenter intéresse de plus en plus notre département et porte essentiellement sur les nouveaux types de données qui connectent de plus en plus le monde et le rôle qu'ils peuvent jouer dans le développement de l'analyse économique. Avant de développer davantage cette thématique, il faudrait rappeler que l'émergence de ces nouveaux types de données incombe essentiellement à la révolution numérique qui a marqué ces 2 dernières décennies. En particulier, la croissance importante de l'Internet et le développement des enregistrements des comportements individuels à partir des téléphones portables ou à partir des ordinateurs ou d'autres circuits informatiques. Il y a également le transfert des opérations quotidiennes des entreprises et des administrations publiques qui étaient élaborées auparavant manuellement aux ordinateurs. Donc, de toute évidence, cela représente une masse importante, différente et diversifiée de données, mais qui présente 3 principaux avantages. En particulier, et ces données, ils sont disponibles plus rapidement, ils sont disponibles en temps réel même, et leur couverture et leur portée sont très grandes, vu la masse d'informations qu'ils génèrent, et également, ils couvrent ces nouveaux types de données, couvrent de nouveaux types d'observations et de mesures, et donc cela représente un ensemble d'avantages avec une grande masse d'informations. La question qui se pose à ce niveau, c'est qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Pour répondre à cette question, je vous propose le plan suivant. Dans le premier point, nous allons un peu préciser davantage les spécificités de ces nouveaux types de données, en particulier leur nature, les défis et les conditions d'utilisation. Dans le deuxième axe de cette intervention, nous consacrons à examiner les apports possibles de ces nouveaux données à l'analyse économique, en particulier au niveau de la modélisation et au niveau des politiques publiques. Et puis, dans le dernier axe de cette intervention, nous allons un peu examiner la situation de ces données au niveau du HCP et puis les perspectives de développement. Avant de préciser davantage le premier axe de cette intervention, nous allons rappeler un peu les formes traditionnelles qui existaient en termes d'information statistique. Les formes traditionnelles de données les plus reconnues couvrent 2 types. Le premier, c'est les données spatio-temporelles. Ces données permettent de capter l'évolution des phénomènes en fonction du temps ou de l'espace. Ces données qui sont généralement utilisées dans les théories de time series, de régression linéaire ou régression non linéaire, ou encore au niveau des modélisations quasi comptables et d'équilibre général. Le deuxième type de données sont des données horodatées qui sont générées à partir des données d'enquête qui sont élaborées et donc qui définissent, c'est des données ordonnées qui définissent la séquence selon laquelle chaque phénomène ou chaque variable a été observée. Alors, par rapport aux formes traditionnelles d'information, les nouveaux types de données couvrent les big data, qui sont une quantité massive d'informations qui ne peut être ni traitée, ni structurée, ni analysée avec les outils traditionnels d'organisation ou de traitement des données. En deuxième lieu, il y a les machines data. Lorsqu'on effectue ou on exécute une application sur notre téléphone, lorsqu'on envoie un email ou un SMS, c'est des émissions numériques qui sont créées automatiquement et parallèlement à ces opérations par les systèmes et les technologies. C'est un ensemble, une masse très importante d'informations qui est liée
aux opérations qui sont effectuées quotidiennement ou régulièrement par les individus. Le troisième type de ces données sont les Open Data Sources. C'est des données qui sont librement accessibles pour les utilisateurs. Selon la définition de l'Open Knowledge Foundation, les critères les plus importants pour définir des Open Data sont la disponibilité, la réutilisation et la distribution et la participation universelle. L'utilisation de ces nouveaux types de données pose des défis. Les principaux défis qui sont un peu liés à l'utilisation des nouveaux types de données sont d'ordre 4. En premier lieu, une infrastructure flexible qui stocke ces données d'une façon structurée, sous format de table ou non structurée. Le deuxième défi concerne la disponibilité d'un système qui permet de minimiser le coût de stockage, puisque c'est une masse très importante de données, sans toutefois compromettre les besoins de sécurité. Et il faudrait veiller à protéger la confidentialité des différentes bases de données qui seront construites. En troisième lieu, le défi qui est posé à l'utilisation de ce genre de données est lié aux nouveaux profils professionnels et qui doivent être intégrés. En particulier, les data scientists qui devraient collaborer étroitement avec les différents profils, statisticiens, économistes, analystes, pour développer l'utilisation et la production de ce genre de données. En quatrième lieu, il y a toute la technologie et l'innovation qui permettent un peu d'explorer, de transformer et de synthétiser ces données. Pour exploiter ces nouveaux types de données, des conditions doivent être vérifiées et remplies. En particulier, la possibilité d'accéder à ces données. La plupart d'entre elles, ils sont produites par des grandes sociétés qui opèrent dans le domaine de la télécommunication ou dans le domaine informatique, et l'accès à leurs données n'est pas toujours possible. La deuxième condition concerne la représentativité des échantillons, et cette condition elle est plus liée à la thématique traitée. Donc, en particulier, il faudrait vérifier si la thématique qui est traitée n'est pas propre à un échantillon ou une catégorie de population particulière qui ne permet pas de généraliser le résultat au niveau de la population totale. La troisième condition qui est liée à l'exploitation de ce genre de données concerne la qualité, le problème ou la condition de la qualité des données. Et c'est une question très complexe puisqu'il intervient à plusieurs niveaux de production ou d'utilisation de ces données, en particulier au cours du processus de production et également au cours de la publication, la confiance dans l'organisme producteur et la cohérence avec les autres types d'informations, soit traditionnelles, soit autres types de ce genre, est importante. Donc, il concerne un aspect pour vérifier la qualité de ces données. Donc, avant de les utiliser, il faudrait s'assurer de la qualité de le rapport. Il s'agit maintenant de lister quelques exemples de ces nouveaux types de données qui peuvent servir à l'analyse économique. Donc, on retrouve en première position les données des administrations publiques, une source très riche vu le contenu et vu la portée. Et il y a également les données d'enquête qui sont mises sous format Open Source Data, Open Data Source. Les tendances de Google, les bases de données médias en ligne
les données et les commentaires qui sont enregistrés au niveau des réseaux sociaux, les portails de recherche web, les données de téléphone portable et puis les données des satellites. Après avoir donc appris plus sur ces nouveaux types de données, nous allons nous consacrer maintenant à examiner l'apport de ces données à l'analyse économique. Avant de développer davantage cet axe, nous allons rappeler brièvement la définition de l'analyse économique ou la finalité. L'analyse économique, alors selon la définition la plus usuelle, elle vise à étudier la façon dont les individus ou les sociétés utilisent les ressources rares en vue de satisfaire au mieux leurs besoins. Quels avantages pourraient apporter les nouveaux types de données? Ils sont d'ordre 2. Le premier est lié à le principe de la multidimensionnalité qui est lié au fait de la diversité des données qui sont disponibles avec un nombre plus élevé de variables par observation ou le nombre d'observations. Le deuxième principe est celui de la granularité liée à la disponibilité de ces données à des niveaux très fins au niveau microéconomique, ce qui est très utile pour pouvoir analyser le comportement des agents, qui est finalement un des aspects qui intéresse l'analyse économique. Alors, le premier apport de ce nouveau type de données dans l'analyse économique est lié au volet de la modélisation et la prévision économique. L'objet de cette intervention n'est pas finalement de donner un cadre ou d'expliciter le cadre théorique d'utilisation de ce genre de données ou les problèmes posés, mais nous allons brièvement illustrer quelques notions très utiles pour comprendre un peu l'apport ou le nouveau avec ces types de données. En particulier, nous savons que pour la modélisation, nous avons dans le cadre traditionnel une input qui sont associés à un résultat ainsi qu'un ensemble de cas prédicteurs potentiels. Dans ces modèles-là, le nombre de prédicteurs est généralement inférieur au nombre d'observations. Dans le cas de ces nouveaux types de données, les informations très riches et non structurées, il y a une existence d'un nombre très élevé de prédicteurs possibles qui pourraient être générés, ce qui donc implique un nombre potentiel très grand des prédicteurs et pose un problème de surajustement. La solution, bien sûr, pour ces types de données qui permet de maximiser le pouvoir prédictif dans l'échantillon et qui ne génère pas ce problème de surajustement, c'est d'utiliser finalement des modèles comme celle de régression de Lasso ou de Ridge ou des modèles d'optimisation sous contrainte ou encore d'utiliser les techniques simples des modèles de classification. Un autre rapport de ces nouveaux types de données dans la modélisation et la prévision économique pourrait simplement s'illustrer en synthétisant l'information qui existe dans ces nouveaux types de données sous format traditionnel, c'est-à-dire transformer ces nouvelles données en format traditionnel sous forme spatio-temporelle, ce qui permet d'intégrer des indicateurs relatifs aux nouveaux types de données dans les modèles traditionnels de régression ou les modèles time series ou encore les modèles économétriques, macroéconométriques d'ensemble. Le deuxième apport de ces nouveaux types de données à l'analyse économique est lié aux études des politiques publiques et des politiques économiques en général. Grâce au rôle d'administration du régime fiscal, des programmes sociaux et de la réglementation, le gouvernement collecte d'énormes quantités de données administratives granulaires et dont la qualité est très élevée et il constitue une ressource très puissante dans l'analyse économique. Si le gouvernement autorise l'accès à l'ensemble de ces données administratives,
un développement majeur des analyses de l'efficacité, de la performance des politiques publiques pourrait être opéré et pourrait même susciter des débats économiques. À l'image ou à l'exemple de l'étude qui a été effectuée par Piketty et Suarez en 2003 et qui ont utilisé les données sur les impôts pour dériver une série historique des parts de revenus pour les centiles supérieurs des salariés parmi les ménages américains et dont les résultats qui ont provoqué un débat politique très riche et fructueux et ont eu une profonde influence surtout par rapport à la question des inégalités économiques. Et il est possible également, grâce à ces données, de quantifier la croissance de la productivité et de l'analyser, surtout au niveau de certains domaines non couverts par la statistique traditionnelle, en particulier les prestations sanitaires et les données de l'éducation. Le troisième apport de ces nouveaux types de données est lié à la production ou à l'amélioration de la précision de production de certains indicateurs économiques, notamment à travers les données relatives aux requêtes de recherche ou les publications sur les réseaux sociaux. L'exemple le plus cité à ce niveau concerne la confection d'un indicateur d'inflation par rapport aux prix qui sont publiés au niveau des compagnies de transport et les requêtes de recherche d'emploi. Et pour cet indicateur d'inflation, il représente une qualité supérieure en termes de détection des phases d'évolution de l'inflation générée par l'enquête sur les prix. En deuxième lieu, dans ce même point, il y a la réduction des révisions certains agrégats comptables, en particulier l'agrégat des dépenses de consommation. Alors, les statistiques ou les données formes Big Data qui sont disponibles au niveau des centres commerciaux renseignent un peu ou apportent un certain nombre de variables qui peuvent aider à estimer en temps réel les dépenses de consommation. En particulier, les informations qui sont collectées peuvent être un peu portées sur la nature des achats par consommateur, son historique, les prix et également les ventes. Et donc, c'est une information très riche qui incorpore des domaines ou des volets qui n'ont pas été captés par la statistique traditionnelle, en particulier l'historique ou le comportement de consommation des individus. Le quatrième apport de ces nouveaux types de données à l'analyse économique est lié à la recherche elle-même, le développement de la recherche économique. En particulier, certains économistes considèrent que le cadre traditionnel de la corrélation qui constitue le principe de base pour les modèles de régression ou les modèles de causalité pourrait être abandonné en faveur du cadre d'inférence causale qui peut être développé davantage avec l'utilisation de ces nouveaux types de données. En deuxième lieu, ces données peuvent contribuer largement au développement des études par panel, étant donné la diversité et l'ampleur des informations qu'ils incorporent et également la puissance statistique qu'ils pourraient donc apporter. En troisième lieu, il y a dans la recherche économique, c'est tout ce qui concerne la mesure et la quantification de certains agrégats qui portent sur des variables économiques non encore, comme on a dit, couverts par l'appareil statistique traditionnel, comme par exemple la mesure et la quantification de l'économie numérique. Nous nous intéressons à ce niveau à examiner la situation de production ou d'utilisation de ces nouveaux types de données au niveau du Haut Commissariat au plan.
Les premières actions entreprises à ce niveau portent essentiellement sur la participation du Haut Commissariat au Plan, premier producteur des statistiques officielles marocaines, dans un groupe de travail des Nations Unies dédié à l'examen des questions liées au Big Data. Ce groupe de travail qui a pour objectif principal d'utiliser les possibles ou d'étudier les possibles utilisations des nouvelles sources de données pour améliorer la production et la qualité des statistiques officielles. En deuxième lieu, il y a l'engagement du Haut Commissariat au Plan à la Charte nationale d'Open Data Source, d'Open Data Inventory, qui est l'amélioration de la transparence de ces données. Et cet engagement qui a d'ailleurs permis d'améliorer le classement du Maroc en termes de transparence de données et de qualité au niveau de l'indicateur publié par la Banque mondiale. En ce qui concerne les projets réalisés, nous citons en particulier la publication du HCP des données anonymisées. C'est un ensemble d'enquêtes en mode Open Data Sources. Les projets en cours de réalisation, menés par une équipe de data scientists très jeunes, concernent en particulier l'extraction des données relatives au commerce électronique et application au prix des billets des vols aériens. Le deuxième projet, c'est l'étude et benchmark des plateformes de cloud computing pour le stockage et l'analyse des données Big Data. Et le dernier projet en cours de réalisation, c'est la mise en place d'une plateforme web cloud-based pour le suivi et la simulation de la situation pandémique Covid-19 via l'extraction des données issues de sources Open Data. Les perspectives de développement de l'utilisation de ces données au niveau du Haut Commissariat au Plan concernent essentiellement le développement des partenariats avec les fournisseurs d'accès à Internet et les opérateurs téléphoniques et également avec les grandes surfaces de distribution. Le but, c'est d'établir un protocole d'échange des données qui permet donc d'obtenir une masse importante et de l'utiliser pour un peu au niveau de la production et au niveau également des études. Deuxième axe des perspectives porte sur l'extraction des informations à partir des données issues des images satellitaires qui via donc l'exploration des méthodes d'apprentissage automatique. En guise de conclusion, nous rappelons que ces nouveaux types de données, Big Data, Open Data Source ou bien Machine Data, que ces données offrent des avantages importants qui permettent de mieux surtout identifier les tendances économiques et de approfondir la compréhension du comportement des agents économiques, des comportements ou des théories de comportement qui étaient auparavant non testables. Mais par rapport à ces avantages, deux principaux défis, capacité de les développer et de les mettre en œuvre ou stocker et renforcement des compétences techniques pour pouvoir les manipuler. Donc, nous suggérons l'intégration renforcée de formations en sciences informatiques et statistiques avancées, de même que le développement des structures orientées Big Data afin de pouvoir un peu réaliser des avancées en termes d'objectifs et d'avantages qui sont offerts par ce genre de données. Merci pour votre attention.